Bienvenue à la conférence plénière du EdTech Day. Alors, temps fort de l'édition 2023, on a voulu donner la parole à deux spécialistes des organisations apprenantes. La première sous l'angle de la recherche et la seconde sous l'angle des transformations d'organisation. Merci du coup d'accueillir Séverine Besson, cofondatrice de Hack for Talent, docteur en management, spécialisée en organisation apprenante, et Karine Bott, qui est au sein de Michelin la référente des programmes Lifelong Learning Mindset. Bienvenue. Oh là là. Je rappelle juste vite fait le format, 30 minutes, et après il y en aura 15 minutes de questions. Je viendrai dans la salle et vous pourrez poser les questions à nos deux intervenantes. Merci beaucoup Thomas. Merci. Et merci pour votre accueil. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de monter là. En plus, on a un gros challenge qu'on a accepté de relever. 30 minutes hors question pour vous présenter 35 ans de recherche sur l'organisation apprenante et comment ça s'illustre sur leur terrain. Bon, on va y arriver. Oui, tout à fait. Alors, qui es-tu On tablait sur 1 heure, mais bon, on va le faire en 45-50 minutes. Donc, je me présente, donc Karine Bott, quelques années chez Michelin, 34 il paraît. Actuellement, j'ai travaillé dans plusieurs métiers et actuellement, on a créé ce qu'on appelle une manufacture des talents. Et au sein de la manufacture des talents, je m'occupe de comment infuser dans le groupe le lifelong learning mindset. Et j'utilise bien le mot infuser et je vous expliquerai pourquoi. Et Séverine Besson, je suis cofondatrice et présidente d'Hack for Talents, en charge aussi du Lab Recherche et Innovation, puisque j'ai eu la chance de travailler en thèse sur l'organisation apprenante avec Paris Dauphine. Donc c'est parti chrono, on y va? Allez, go. Wow. En fait, les slides veulent aller super là, vite. vous pouvez aller manger tout de suite là. Voilà, c'est bon. Ready for lunch. Bon, on a décidé de vous parler de ce monde qui est en pleine transformation, on ne va pas vous l'apprendre. Et du coup, cette envie d'explorer comment on s'adapte, comment on apprend finalement en permanence pour essayer d'être dans cette agilité de ce monde mouvant. C'est pour ça qu'on a choisi ce titre d'exploration, d'organisation apprenante. Du coup, on est assez d'accord avec Karine sur le fait de se dire que, en fait, c'est plus une option d'être apprenant en permanent. On l'est de toute façon, de manière consciente ou inconsciente. Et nous, on vient conscientiser ça et porter devant vous comment on en parle dans la recherche, comment on en parle sur le terrain et comment on en parle chez Michelin. Bon, très rapidement, on va passer ça, les points clés de contexte que vous connaissez tous, sur les métiers qui évoluent, sur le fait que les individus doivent remobiliser leurs compétences. On parle de reskilling, upskilling. Je ne sais pas si vous suivez les travaux du World Economic Forum, qui nous a mis un petit peu la pression il y a quelques années en disant 50% des compétences des salariés vont devoir changer d'ici à 2025, c'est demain. Voilà, donc tout ça fait qu'on a un gros challenge devant nous. Très rapidement, on balaye quelques enjeux ensemble. Vas-y. Ok. Bon, bien sûr, ce qu'on voulait partager avec vous, et Karine va vous donner un très bel exemple chez Michelin, quand on parle d'organisation apprenante, on parle d'état d'esprit, avant tout. C'est vraiment un état d'esprit, c'est le mindset qu'il y a chez vous, pour embarquer tout le monde à être apprenant de tout, à être contributeur de tout. Du coup, ça contribue pour les enjeux, à attirer les talents, à être sur cette progression des apprenants, des personnes dans une organisation. Ça développe leur singularité, parce que du coup, apprendre et se révéler, eh bien, on est sur cette singularité qui vient aussi nourrir les équipes, l'organisation. C'est ce qui se passe d'ailleurs chez vous. Oui, les enjeux, je pense même au-delà de ce que Séverine explique. Les enjeux pour une entreprise, pour nous par exemple Michelin, c'est d'abord la mobilité interne. Les métiers sont en plein mouvement. Michelin ne fait pas que des pneus. Donc ça veut dire aussi que dans les compétences, on a besoin d'autres compétences que qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un vrai enjeu de mobilité interne déjà en premier lieu, donc pour les personnes, et aussi pour l'entreprise pour réussir notre stratégie. Parce que si en tant qu'entreprise, on veut rester, je dirais, indépendant et réussir notre stratégie qu'on a publiée 2030, ben, je dirais, c'est plus une option. Hein, Par contre, on n'a plus l'option écran, mais c'est pas grave. On n'a plus l'option retour de l'écran, donc si la technique veut... On est en apprenance, donc on va s'adapter.
Ce que ça développe aussi beaucoup, c'est le sens, puisque quand les collaborateurs se sentent vraiment concernés par cette contribution et d'être en mode participatif dans cette organisation apprenante, ça donne du sens. On est aussi beaucoup dans l'entraide, la transmission, comment on peut aider ses pairs au sein d'une organisation. Et ça, vraiment, on sent que ça développe le sens que beaucoup recherchent en ce moment. Bon, vous savez lire, vous avez tout vu. Les mots-clés sont en gras, notamment sur l'innovation participative et puis le fait de nourrir cette amélioration continue dans les organisations qui sont vraiment nourries par tous. Très rapidement, une slide que j'adore, parce qu'en fait, l'organisation apprenante, vous en avez tous entendu parler, ça fait 35 ans que la recherche travaille dessus. On a 12 modèles scientifiquement reconnus, il faut quand même le savoir. Tout le monde connaît Peter Senge parce qu'il a eu la clairvoyance de publier sur le plan académique, mais de publier aussi auprès du grand public pour faire connaître cette organisation apprenante pendant les années 90. Les années 90, elles sont quand même loin derrière nous, un modèle qui a beaucoup évolué. Et du coup, des chercheurs qui ont contribué à essayer de s'adapter au changement de paradigme des organisations. Donc, je vous parle de 12 modèles. Le but, ce n'était pas de les parcourir, mais je vous montrerai cette slide rapidement. Et j'ai entouré Horten Blad, qui s'est attaché, qui est un chercheur norvégien, qui s'est attaché à essayer d'avoir un modèle qui soit inclusif et prendre un peu le meilleur de tous ces concepts, tous ces modèles que l'on trouve dans la littérature scientifique. Il a fait des super travaux, notamment de collecte de travaux de tous. Il a réussi à réunir 37 contributeurs en 2013 et 45 en 2020. Autant vous dire que moi, ça a nourri mes travaux et c'était du petit lait d'avoir tous ces livres-là. Alors, on s'est dit, il faut quand même qu'on dise c'est quoi une organisation apprenante, parce que tout le monde en fait sa représentation. Tout le monde en a une certaine expérience. Il n'y a pas de définition. Ne cherchez pas de définition d'organisation apprenante. D'ailleurs, ce mot peut être réducteur. On parle vraiment de proposition, comment vous avez envie de vous approprier une démarche apprenante. On en a choisi 2 ici que vous pouvez lire. Et puis, bien sûr, Michelin a une proposition à nous faire. Si on veut embarquer 130 000 employés dans le groupe, on est bien effectivement obligé de donner une définition un peu cohérente pour le groupe Michelin. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important pour nous. Donc nous, on a travaillé en interne parce qu'il y a beaucoup de terminologie. Donc en anglais, on l'appelait Lifelong Learning Mindset. Alors on adore les acronymes, donc on a mis L3M. Voilà. Donc chez nous, dans le groupe L3M, ça commence à diffuser. Et il fallait trouver aussi une traduction en français, parce que les 2 langues, je dirais, officielles dans le groupe, c'est anglais et français. Et on l'a traduit par vitalité d'apprentissage. Derrière vitalité, il faut bien comprendre la notion d'énergie. Juste si tu peux revenir, parce que tu as été très vite là. Merci. Parce qu'en fait, la définition que nous, on a donnée, c'est vraiment l'envie, la capacité d'apprendre et de transmettre. Donc ce mot transmettre est super important pour nous, individuellement et collectivement, donc collectif, tout au long de sa vie, avant de garantir son employabilité, comme je disais tout à l'heure, surtout sa mobilité interne. Et justement, voilà, pour entretenir, qu'est-ce qu'on souhaite comment les employés vont se comporter et sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer. Donc pour entretenir sa vitalité d'apprentissage, d'une part, c'est de dire qu'il faut expérimenter, il faut faire. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus dire « j'apprends, je vais observer et après, petit à petit, je vais essayer ». On a dit le monde bouge beaucoup, il y a une question aussi de time to competency. Donc, et ça, c'est vraiment la partie, les solutions de développement sont multiples. Donc nous, on enlève un peu le mot formation parce qu'il faut voir le développement de la personne dans sa globalité. Le fameux modèle 70-20-10, je reviendrai dessus plus tard. La deuxième partie, c'est la partie continue. Il faut en faire une hygiène de vie. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui... Ce n'est pas la performance au quotidien qu'on doit délivrer qui est le plus important. C'est vraiment comment, à travers mon apprentissage au quotidien, je le mets au service de la performance de l'équipe. Et du coup, le troisième axe, qui est la partie collective, vraiment, collectivement, on apprend par les autres, avec les autres, et même on peut aller devenir aussi formateur, par exemple, occasionnel, parce que j'ai du savoir-faire que je peux transmettre.
Je vous parlais de changement de paradigme tout à l'heure. Forcément, c'est une notion qui est sortie dans les années 90. Et donc, cette organisation apprenante, elle a voyagé. Elle a voyagé avec son temps, avec les expériences, avec son terrain. Et 30 ans après, on se retrouve dans une ère qui est beaucoup plus participative, qui est beaucoup plus dans l'entraide. Et c'est vrai que ça change du coup beaucoup le modèle. Alors, je vous ai mis ce schéma que j'adore parce qu'en 2002, le schéma, un des plus connus, c'était celui-ci. Je voulais volontairement flouter parce que de toute façon, il est assez indigeste. Et puis du coup, Anders Ortenblad, il s'est dit effectivement, il a été un petit peu challengé pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus digeste. Et il a simplifié l'affaire. 2013, il sort du coup un modèle en 4 dimensions. Elles ne sont pas hiérarchisées, il y a juste des numéros pour les nommer, mais c'est très linéaire. En tout cas, de son point de vue de chercheur, ce qui est intéressant, c'était de montrer que dans ces 4 dimensions, on apprend à la fois à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'équipe et pour l'organisation. Ce qu'on voit ici, et ce qu'on a challengé, et ce que j'ai challengé moi en tant que chercheur, c'est cette linéarité qui, au final, sur le terrain, ne fonctionne pas tellement. Pendant mes 3 ans de travaux où j'ai expérimenté et un petit peu frotté ce modèle, on s'est rendu compte que la structure pour apprendre était clé et était vraiment un des points de départ avant de déployer les 3 autres dimensions. Vous voyez, d'ailleurs, elle porte le terme « structure », qui donne déjà une idée de comment on va structurer cette organisation apprenante pour ensuite la déployer. Du coup, j'ai proposé un modèle qui a un point de départ et on revient sur notre point commun. Quand on s'est rencontré avec Karine, ça a été une révélation parce qu'on s'est rendu compte, éloignés dans nos 2 mondes, que finalement on avait le même langage et puis la même compréhension de l'organisation apprenante. C'était plutôt bon signe. Tout à fait. Et du coup, ce que j'ai proposé comme modèle, c'est vraiment de partir de cette culture d'apprenance, de cet état d'esprit d'apprenance, mindset chez Michelin, pour ensuite déployer les autres dimensions. Alors ça veut dire quoi partir de l'état d'esprit? Ça veut dire comment on va essayer de déployer cet état d'esprit auprès de tous, comment on va autoriser à proposer des choses, à apprendre en permanence, à tester des choses, à se tromper. L'autorisation pour se tromper, jusqu'où elle peut aller. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à explorer, bien sûr impulsées par une gouvernance et des managers, mais on essaye vraiment de mobiliser les collaborateurs autour de ça. Alors je parle de mindset chez Michelin, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Bien sûr. Comme disait Séverine, en fait, chez Michelin, on en parle beaucoup, hein, même à l'extérieur, on a une certaine culture d'entreprise. Mais dans le monde d'aujourd'hui et avec la transformation que le groupe doit opérer, on a besoin de faire évoluer aussi cette culture-là. Et on a un de nos programmes de transformation qui est I am Michelin. Donc je suis Michelin et je suis engagé effectivement à contribuer au futur de Michelin. Et pour ça, on a besoin de faire évoluer nos mindsets. Donc ce fameux mindset de apprentissage, pour nous, il est vital. D'où vitalité d'apprentissage. Par contre, ça, c'est intangible. C'est pas quelque chose, un mindset, c'est pas quelque chose qui se décrète. Vous pouvez pas dire, demain, tu as le mindset, lifelong learning mindset. OK. Donc, nous, on se dit, il va falloir qu'on travaille sur les comportements, qu'ils soient individuels et collectifs. Et pour ce faire, on va travailler sur les pratiques. Parce qu'il faut pratiquer pour que les comportements, petit à petit, s'instaurent et évoluent. Et pour ça, on a besoin d'un environnement qui crée aussi les conditions et qui, quelque part, nous on dit, by design, favorise en fait cet état d'esprit, lifelong learning mindset. Si vous dites effectivement, il faut utiliser toute opportunité pour vous développer et vous continuez à proposer des formations en classe 4 jours d'affilée, non, ce n'est pas les bonnes conditions. Donc voilà. Et pour nous, effectivement, c'est vraiment, je dirais, critique pour Michelin, pour qu'on a besoin de cet état d'esprit pour que le groupe puisse réussir finalement sa transformation. Du coup, nous, on a défini en interne comment y arriver. Donc, je vais commencer en bas à gauche. D'abord, il faut que les managers, on est une grande structure, hein, donc les managers jouent encore un rôle très important, surtout dans le développement des personnes. Donc, il faut déjà qu'ils créent les conditions. Mais la première, c'est déjà d'autoriser les personnes à se développer, qui prennent du temps. Donc, du coup, les encourager, j'identifie, je reconnais, de dire aussi, finalement, tu n'es pas resté assis sur tes acquis,
Donc, je reconnais, tu as exploré, tu as regardé, tu t'es investi dans d'autres missions. C'est super, dans l'équipe. Ensuite, les employés eux-mêmes, et ça paraît très basique, mais envie d'apprendre et de transmettre, c'est très culturel. Il y a des cultures où c'est inné, et il y a d'autres cultures. Donc, si on veut avoir cet état d'esprit un peu homogène dans le groupe, il faut aussi prendre en compte l'axe culturel. Et là, ce n'est pas en fait si inné que ça partout, où les gens disent « Ah oui, j'ai vachement envie de me développer, de transmettre aux autres ». Derrière, qu'ils soient responsables de dire finalement, mon plan de développement, je m'en occupe. C'est ma responsabilité, j'en parle bien sûr avec mon manager, mais j'ai prospecté, j'ai identifié des sujets, j'ai regardé autour de moi, je suis curieux, je sais sur quoi je veux me développer. Et derrière, de dire, qu'est-ce que je peux faire pour me développer? Et là, il y a plein d'opportunités avec mes pairs. Qu'est-ce que tu as fait toi? Tiens, on a eu un problème, comment on peut en profiter pour apprendre qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, comment on peut faire bien la prochaine fois. Et du coup, j'apprends avec aux autres et aussi je peux devenir même formateur occasionnel. Par contre, ça ne va pas se faire sans le dernier petit. Et là, on a besoin de vous. Il faut garantir l'accessibilité à des offres qui correspondent à cet état d'esprit. Donc ça veut dire que toute la communauté Learning et Développement doit mettre à disposition des outils, des méthodologies qui sont dans cet état d'esprit-là. Si en fait le Learning et Développement dit toujours à toi en tant que manager pour te former tes débutants, on va te proposer 4 jours avec le matin 2 heures sur ça, 2 heures sur ça, etc. L'année dernière, c'était encore ça chez nous. Hein. Donc là, non, on va dire, il faut faire évoluer l'offre. Il y a un petit bloc de compétences, on passe 2 heures, tu identifies un projet, on va faire du co-développement, et voilà. Et c'est comme ça qu'on passe au bloc de compétences suivant. Excuse-moi, je suis un peu long. Il ne faut pas me laisser parler à Séverine. Thomas n'a rien dit. Oui. Work it. Great. Donc, en fait, et surtout, pour amener toute l'organisation à évoluer, il faut aussi, what's in for me? Pourquoi je vais me bouger là? Donc moi, en tant qu'employé, ça m'encourage à faire à chaque moment une situation apprenante. Finalement, il y a des choses que inconsciemment peut-être que je fais déjà, ou que je ne fais pas. Faire évoluer ma manière de me développer, pour suivre effectivement tout ce qui passe. Souvent, les gens le font dans leur vie privée. Hein. Ça améliore aussi ma performance. Donc, en fait, j'ai beaucoup plus de confiance aussi dans mon job au quotidien. Et ça m'aide aussi à faire grandir l'équipe dans laquelle je travaille. Pour les managers, il y a aussi un vrai bénéfice parce qu'en fait, ils vont avoir des équipes qui sont performantes dans la durée, qui sont plus autonomes, plus polyvalents et plus engagés. Donc, nous, on essaie de faire en sorte que le manager ne le voit pas comme une contrainte. Je dois libérer du temps pour qu'il se forme. Non, c'est une vraie opportunité. Ce n'est pas gagné d'avance, hein, je vous l'ai dit. Et après, bien sûr, pour Michelin, c'est un vrai levier, un bénéfice en termes d'attractivité et de rétention. Parce que l'attractivité, c'est un sujet, mais la rétention, aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Ça favorise l'intelligence collective et ça développe les nouvelles compétences qu'on a besoin, effectivement, pour réussir notre stratégie. Merci, Karine. Et du coup, on se rend compte qu'on a parlé d'environnement pour apprendre, on a parlé d'apprendre en travaillant, tout ça dans le but de nourrir l'organisation. Hein, on est en apprentissage organisationnel et nourri par ce mindset. Donc, on est vraiment aligné sur ce modèle-là de fonctionnement et puis comment ça marche sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'apprendre en travaillant, on répond à beaucoup d'enjeux RH. Si on essaye un petit peu de tirer le fil sur cette dimension-là, pour information, Karine parlait de pratique tout à l'heure, de pratique apprenante, etc. Quand j'ai fait mes travaux de recherche, j'ai pu identifier 668 pratiques apprenantes dans une organisation. Autant vous dire que c'est énorme et elle recouvre toutes ces dimensions-là. Alors, enjeu RH, qu'est-ce qu'on a derrière? On en a beaucoup parlé, faire grandir les individus, mais les mettre en action, il faut qu'ils soient moteurs de leur développement, comme le disait Karine. Transmettre, essayer d'être dans cette transmission, ce partage aussi. On parle aussi d'entraide, beaucoup.
Et puis, Karine le mentionnait, apprendre entre pairs, progresser individuellement et collectivement. C'est assez drôle, hein, parce qu'au départ, on avait nos slides séparés et on avait exactement le même jargon. Donc, on s'est dit, on est fait pour présenter ça ensemble. Et bien sûr, c'est au service de la structure. Ça s'appelle organisation apprenante. Organisation au sens large, ça veut dire que derrière, il y a des entreprises, des associations, c'est tout type de structure. Quelques pratiques, quelques exemples que je vous ai mis ici au niveau des individus. Quand on parle d'apprendre en travaillant, le learning by doing de Michelin, c'est quelques exemples ici que vous voyez. On parlait d'apprentissage entre pairs, de transmission. Je pense que tout le monde est assez familier avec ça. Et en fait, on se rend compte qu'on apprend de tout, même en réunion. En réunion, vous apprenez plein de choses. Grâce à votre manager, grâce au terrain, quand vous allez visiter vos partenaires, vos clients, on apprend de tout le temps, de manière consciente ou inconsciente. Donc c'est ça qu'on essaye aussi, nous, quand on va en exploration d'organisation apprenante, de faire ressortir cet invisible, cet inconscient qui est là, et qui en fait est bien présent et nourrit les individus et l'organisation. Ce qu'on adore aussi, c'est le désapprendre pour réapprendre. À un moment, on veut sortir aussi de nos croyances limitantes, des modèles mentaux qu'on s'est installés. Senge en parlait très bien aussi à l'époque. Et comment, du coup, on va désapprendre un petit peu tout ça pour essayer d'apprendre à faire autrement. Vous l'avez tous vécu pendant les périodes de confinement qu'on a eues dans le passé. Alors, learning by doing, c'est quoi chez Michelin? Alors là, il y a un exemple de l'entité recherche et développement, parce que souvent dans le groupe, effectivement, les gens disent mais ton lifelong learning mindset, c'est la même chose que de la formation continue. Eh ben non. Donc là, on arrive sur ce fameux modèle 70-20-10. Donc, comme disait Séverine, la partie expérience au poste, la partie informelle et la partie bien sûr formelle. Et dans chaque domaine, on est en train dans la recherche et développement, par exemple, on a fait l'exercice de dire, mais concrètement, vous travaillez dans la recherche et développement, qu'est-ce que ça peut dire pour vous? Pour en fait leur faire prendre conscience que, ah oui, j'ai mon école recherche et développement, je peux me former au niveau 1, niveau 2. Par contre, après, effectivement, je peux faire du tutorat. Il y a un réseau métier dans lequel effectivement, je peux échanger sur les pratiques métiers. Et finalement, sur le poste, on peut organiser des design events, de co-conception, etc., etc. Et je peux même aller jusqu'à devenir fellow, transmettre, etc. Et donc, c'est pour les gens puissent s'identifier et de dire, ah oui, parce que si on veut que concrètement, ils passent à l'action, il faut qu'on les aide un peu à concrétiser qu'est-ce que ça veut dire dans votre domaine. Donc, on a fait l'exercice de manière générique, mais on se rend compte que dans la recherche et développement, ce n'est pas la même chose qu'en industrie, qu'en finance ou dans le marketing et vente. Donc, chaque environnement a un peu ses particularités et on essaie de les aider pour les sensibiliser et leur prendre conscience qu'il y a plein d'opportunités qu'ils ne s'exploitent pas aujourd'hui pour apprendre et transmettre. C'est ça surtout. Donc on revient sur nos dimensions. On vient d'évoquer le learning by doing chez Michelin, apprendre en travaillant. Et pour tout ce qui est apprentissage organisationnel, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Pas forcément une expression facile. Il faut savoir que c'est une théorie en soi. Et d'ailleurs, on a deux écoles sur les organisations apprenantes. Peut-être que certains qui sont spécialistes le savent bien. Il y a ceux qui parlent d'organisation apprenante et ceux qui parlent d'apprentissage organisationnel. L'organisation apprenante, elle va être très orientée individu. Comment on part de l'individu et des pratiques apprenantes pour faire grandir les personnes, pour partager et nourrir les équipes et ensuite nourrir l'organisation. L'apprentissage organisationnel, qui est une des dimensions de l'organisation prenante et qui est aussi une théorie en soi, on est vraiment tout pour l'organisation, c'est-à-dire comment l'organisation va capitaliser sur ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-agir pour ne pas perdre cette matière brillante qui est portée par les individus. Donc là, on est vraiment sur des enjeux de collecter, redistribuer tous ces savoir-agir que je viens d'évoquer, dans un but de faire mieux, d'être en amélioration continue, de viser la qualité, voire l'excellence. On parle beaucoup de knowledge management, que vous connaissez depuis des années. Ça rentre dans cette catégorie-là, où l'organisation essaye de capter un petit peu tout ce qui se fait, et surtout, la captation, elle se fait bien. Moi, je l'ai beaucoup vu sur le terrain, mais la redistribution est beaucoup plus difficile. Les personnes ont toujours un peu du mal de savoir où est-ce qu'elles vont trouver l'information. J'ai loupé une formation digitale, où est-ce que je vais la trouver, etc., etc. Donc, on a beaucoup d'organisations là en ce moment qui essayent de se structurer pour être dans cette redistribution efficace. On a heureusement beaucoup d'outils digitaux qui aident à ça.
Alors chez vous, comment ça se passe? On voulait évoquer quelques exemples de pratiques qu'on a vues sur le terrain, et puis comme ça, Karine pourra aussi rebondir et nous donner des exemples. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de pratiques apprenantes sur la dimension de l'apprentissage organisationnel? Je vous parlais du knowledge management à l'instant. On a beaucoup aussi, forcément, partagé ces bonnes pratiques, ces expériences sur l'intranet de l'entreprise ou de l'organisation, de l'association. Apprentissage double boucle, alors ça c'est pareil, c'est une théorie en soi. Argyris et Shawn, il y a très longtemps, dans les années 70, ont sorti une théorie pour montrer qu'en fait, si on veut être en amélioration continue, il ne faut pas changer le bout du process, juste un élément comme ça, mais essayer de remonter le process et de voir ce qui dysfonctionne. Et si on veut être dans une vraie amélioration en profondeur, c'est un chemin un petit peu double boucle pour remonter le process et essayer de voir ce qui ne fonctionne pas initialement sur un process ou sur une méthodologie. Donc voilà, il y a plein de choses hyper riches sur ces dimensions-là pour que l'organisation soit toujours dans l'amélioration continue. Je vous laisse lire ici, ça sera un peu trop long d'évoquer tout, surtout que c'est très riche, mais en tout cas, on va avoir le mot de Karine pour nous l'illustrer. Et je crois que c'est là où j'ai pas de slide. Ah punaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dit Séverine, en fait, on fait plein de choses. On fait effectivement dans l'industrie, on travaille sur du problem solving par exemple. Dans la recherche et développement, bien sûr, on a des knowledge base parce qu'il faut capitaliser sur le savoir, etc. Par contre, elle n'est pas aujourd'hui vraiment vue comme un moyen d'apprendre. Ça veut dire que le problem solving en industrie, c'est de dire qu'on identifie un problème qui nous empêche d'être au standard. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On va analyser, c'est quoi les causes, etc. On va les traiter, on corrige et c'est reparti. Par contre, on ne va pas jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que qu'est-ce qu'on a appris et comment je fais en sorte que l'ensemble des opérateurs, par exemple, reçoit cette information ou formation et en profite aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on fait, parce que le progrès continu, ça existe depuis des lustres chez Michelin. Dans la recherche et développement de knowledge base, on fait du progrès dans les entités dites tertiaires avec du value stream mapping, identifier les gaspillages dans les process, etc. Mais ce n'est pas toujours vu au titre de dire comment je peux l'utiliser pour apprendre et faire en bénéficier un plus grand nombre. Et donc, c'est cet axe-là que nous, on a vraiment encore besoin de développer. Et enfin, la dernière dimension à explorer ici, l'environnement pour apprendre. Le learning environment, qui est aussi clé chez Michelin. Alors là, on trouve plein de choses passionnantes. Et c'est là aussi où vous pouvez vraiment engager vos équipes, donner envie, susciter l'engouement, parce que c'est là qu'on innove, c'est là qu'on ose des choses. C'est tous les labs qui se sont montés toutes ces années pour essayer d'expérimenter. Mais ce n'est pas réservé aux innovateurs identifiés. C'est vraiment réservé à tous, ouvert à tous, pour que chaque collaborateur puisse, de manière participative, contribuer à cette innovation générale pour son organisation. Donc là, on a beaucoup de choses, on avait très peu de temps pour vous le partager, mais le message à passer, c'est proposer à tous de partir de la feuille blanche, d'essayer d'imaginer autrement. Moi, quand j'ai testé des terrains, que j'ai exploré des terrains dans la construction, par exemple, j'ai rencontré des compagnons qui coulaient du ciment et qui avaient plein d'idées pour faire plus efficace et qui pouvaient remonter à leur chef de chantier des idées. C'était hyper intéressant. Donc voilà, si on est dans cette dynamique et cet état d'esprit, de proposer à tous d'être contributeurs, c'est une vraie motivation aussi pour tous les collaborateurs. Donc imaginez faire autrement, ce n'est pas forcément des grosses révolutions, on peut être sur son outil de travail, sur la façon de travailler, de collaborer, que ce soit côté métier ou fonction support. On peut toujours innover. Dans quel but? Dans le but de faire mieux, dans le but de prendre plaisir aussi, et puis forcément avec un enjeu un petit peu concurrentiel pour faire mieux que les autres. Donc quelques pratiques ici qu'on vous partage. Et notamment cette notion d'essai et erreur qui n'est pas toujours à la fois identifiée ou très claire dans toutes les organisations. Est-ce que j'ose autoriser les gens à se tromper? Et se tromper jusqu'où? Quand je suis dans le bâtiment, je ne peux pas me tromper, parce qu'il y a le risque derrière, il y a la sécurité. Quand je suis dans le service juridique, je ne peux pas me tromper, parce qu'il y a des lois, il y a des réglementations à suivre. Donc jusqu'où je peux aller dans cette autorisation sans risquer des choses à la fois pour le collaborateur et pour le client final? Donc il y a toute cette dimension qui est hyper intéressante, mais on se rend compte qu'on a quand même un champ d'exploration très riche. Et du coup, pour vous, le learning environment? Oui, entre autres, mais pas que. Parce que, comme tu peux voir, voilà,
D'abord, en fait, il y a le manager, comme je disais au début, qui a un vrai rôle à jouer. C'est-à-dire que c'est lui qui doit, comme on disait, si lui ne l'autorise pas, on peut mettre les meilleurs outils du monde autour. Si l'employé est confronté qu'à des contradictions au quotidien, ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire que comment le manager, dans ce qu'on appelle nous dans les frequent feedback, dans les retours, il questionne en fait en permanence l'employé sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as identifié, donc pourquoi tu n'as pas pu avancer sur tel sujet, comment je peux t'aider. Donc il doit supporter en fait les actions de développement, organiser peut-être des retours sur expérience, de voir que dans l'équipe on a eu des soucis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Donc c'est quelque part être aussi un peu exemplaire. Et encourager, nous on favorise beaucoup aussi les communautés de pratique. Parce que c'est dans les communautés de pratique, dans les échanges. Moi je peux être dans le domaine des finances, mon métier c'est les finances. Aujourd'hui on utilise quand même pas mal de Power BI. Donc du coup, je vais discuter avec des gens qui sont dans le marketing, partout, dans n'importe quelle organisation, autour de Power BI. Et je vais apprendre et échanger de cette manière-là. Mais il faut que le manager, effectivement, l'autorise. Et après, bien sûr, on a besoin de vous. C'est pour ça que tout cet environnement, je dirais technologique, mais pas que, méthode et technologie, pour dire il faut revoir les modalités pédagogiques dans son ensemble. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas que de proposer effectivement 4 jours en classe, même les virtual classes, comment on peut les faire évoluer. Nous, on fait ça avec Teams, ce n'est pas très sexy, pour dire. Donc il y a plein de choses comment vous nous aidez effectivement à créer cet environnement. Rendre une offre accessible. Je ne sais plus compter le nombre d'offres on a chez Michelin et quand un employé cherche quelque chose, il ne trouve pas. Donc là c'est pareil, comment on fait en sorte que tout ce qu'on peut faire, on le mette facilement accessible, donc on travaille dessus, on crée un portail unique pour essayer d'orienter, etc. Mais il y a plein de choses comme ça. Et après, des modalités d'apprentissage différentes. Comme on disait, autour des 10, 20, 70. Mais même dans le 70, qu'est-ce qu'on peut, au quotidien dans le poste, qu'est-ce qu'on peut proposer pour aider effectivement à ce que les employés l'exploitent. Alors, il y a un tableau qu'on aime bien avec Karine, puisqu'on vous parlait justement de contexte d'apprentissage et de modalités d'apprentissage. Quand on croise les deux, ça donne plein de possibilités, en fait, de situations d'apprentissage. On évoquait tout à l'heure la notion de formel, semi-formel, informel. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, vous avez les chercheurs mentionnés ici. Et puis, ce niveau de conscience qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un moment, je suis dans cette conscientisation que j'apprends quelque chose, je suis volontaire, j'y vais. Après, il m'arrive des choses, c'est comme un incident, un heureux hasard où quelque chose m'arrive, j'apprends quelque chose, je ne m'y attendais pas, mais j'en ai conscience. C'est-à-dire que je l'apprends, je le vois, et donc je suis encore en conscientisation. Et ce qui arrive aussi, et je vous parlais de toutes ces pratiques invisibles, c'est un moment quand c'est complètement implicite, involontaire, inconscient. Et donc cet invisible-là, comment on arrive à le faire émerger, à le révéler. Et c'est vraiment très intéressant. Chez Act for Talents, on travaille beaucoup l'exploration des organisations apprenantes pour valoriser ce qui est fait et faire émerger l'invisible. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va travailler ensemble avec Michelin. Alors très rapidement, pour conclure, Thomas se rapproche de nous. Il nous reste 2 slides. Quelques chiffres sur un panel de salariés interrogés sur « Ok, c'est bien d'apprendre, mais en fait, j'ai envie d'apprendre pourquoi ?» Et bien voilà un peu les résultats qui sont sortis. Et ce qui était intéressant, moi j'aime beaucoup les lignes 2, 3 et 4. Faire grandir les collaborateurs, aider les collègues et trouver du sens. Vous voyez un petit peu ce changement de paradigme où peut-être à une époque on aurait vu dans ces résultats, en fait je veux apprendre pour moi, je veux grandir, je veux être meilleur, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me reconnaisse. Et là aujourd'hui, on a cette focale qui va se déplacer vers on trouve du sens, on est dans l'entraide et on veut essayer d'aider les collègues. J'ai trouvé ces résultats vraiment magnifiques et c'est pour ça qu'on voulait vous les partager. Et puis dernier résultat aussi, c'est ok, on apprend quoi, on apprend pourquoi et on apprend quoi. Bon voilà, donc quelques sujets qui sont sortis. Et c'était assez intéressant de voir que c'est souvent le management qui arrive en premier, parce que ce n'est pas la chose la plus facile et la plus innée. Non. Voilà, une petite citation pour conclure cette séance. Je te laisse la lire.
Oui, nous, on aime bien commencer quand on commence à sensibiliser les personnes autour de cette vitalité d'apprentissage. On dit effectivement la possibilité d'apprendre est un cadeau, la capacité d'apprendre, c'est une compétence, et la volonté d'apprendre, ça, c'est un choix. Pour dire, vous avez le choix de vous développer. Voilà, et on vous invite à suivre notre exploration. J'espère qu'on sera là l'année prochaine pour partager avec vous les résultats de notre exploration suite à un diagnostic qu'on est en train de mettre en place et qu'on va tester chez plein de structures et notamment chez Michelin. Merci et c'est à vous la parole. Juste pour conclure, effectivement, parce que vous allez me dire, mais ça marche chez Michelin. Et c'est justement ce qu'on va essayer de vérifier avec l'aide de Séverine. Parce qu'on parle de mindset, donc comment vérifier si ce mindset réellement évolue concrètement, parce que c'est vrai que moi j'ai présenté aucun chiffre, heureusement que Séverine était là pour ça, parce que pour l'instant, comment on mesure que finalement notre organisation évolue et change réellement de mindset. Donc ça reste pour nous question point, et du coup on espère effectivement avoir des enseignements qui vont nous aider là-dessus. Rendez-vous l'année prochaine. Pour cette présentation, donc on accueille quelques questions. On nous a dit c'est bon, on a quelques minutes, il y a le déjeuner derrière. De toute façon, il y a la queue dehors. Exactement. Donc allez-y, sentez-vous libre. C'est le moment de nous questionner sur ça. Allez, je passe le micro. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais une petite question. Je suis dans une scope où on a 13 employés, et donc j'ai une vraie question par rapport à tout ce que vous avez présenté. Oui. Sur la taille des organisations auxquelles ça s'adresse, sachant que nous, on va chercher à mettre en place tout ce qui a été cité, mais que ça devient, c'est difficile en un moment par rapport à notre survie, besoin. On sait qu'au long terme, c'est ça qu'il faudrait mettre en place. Mais est-ce que, dans tous les modèles qui ont été présentés, la taille des organisations est importante ? J'aurais tendance à dire non, et au contraire, toute taille, toute structure est apprenante, qu'on parle d'une structure de 3, 4, 5 personnes ou qu'on parle de milliers de personnes. Puisqu'au final, on est toujours dans cet apprentissage individuel, cette transmission, et c'est pas parce que tu vas juste avoir 2, 3 collègues que tu vas rester en silo. Au contraire, je pense que même les petites structures, elles doivent faire preuve d'agilité, comme tu évoquais. Oui, je ne pense pas que c'est la taille, c'est plutôt la volonté de l'écosystème, donc du système de management, qui fait que ça va marcher ou pas marcher. Si vous avez un top management qui est volontaire, qui autorise, ça va se faire, que ce soit 10 personnes, 1000 personnes ou 20 000 personnes, versus si en haut ça ne marche pas, des injonctions contradictoires, c'est le pire des choses. Là, vous mettez une croix sur tout ça et... Donc pour moi, c'est là que ça se joue. Merci pour la question. Je voulais juste aller un peu plus loin par rapport à cette question du management, parce qu'effectivement, il peut y avoir l'idée du top management, et puis après, il y a le manager de proximité qui doit concrètement mettre en œuvre la libération de temps, les feedbacks positifs, etc. Comment ça se met en œuvre concrètement et comment vous formez les managers de proximité pour faire en sorte qu'ils soient dans ce bon état d'esprit ? Alors, chez nous, on laisse, au début, je parlais d'infuser cette mindset-là. Donc, nous, on n'est pas dans une démarche de dire déploiement à telle date ça, à telle date ça, etc. On met à disposition, en fait, un ensemble d'outils, de modules de sensibilisation pour bien comprendre, y compris, on travaille sur une liste, par exemple, des intention to action. Donc, moi, en tant que manager, quelles sont les petites actions? Je peux utiliser ma réunion d'équipe pour faire ci, pour faire ça, etc. Après, c'est chaque région qui décide, est-ce qu'ils veulent en parler de manière explicite, de dire, on a une initiative de Lifelong Learning Mindset, et voilà ce que ça veut dire. Il y a des régions, en fait, qui l'incluent un peu by design dans tout ce qui se fait déjà. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais... En fait, on va démontrer par un ensemble d'autres initiatives qui existent déjà. Et en fait, comme ça, by design, l'environnement va évoluer et va mettre les gens dans le bon contexte, quoi, dans les bonnes dispositions. Mais on souhaite que ça soit chaque région, parce que pour moi, il y a des vraies questions culturelles derrière. Entre la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Amérique du Sud,
je peux vous dire, on n'apprend pas de la même manière. En plus, on a des régions où les employés sont beaucoup plus jeunes, d'autres régions où historiquement le moyen d'âge est un peu plus élevé. Donc vous avez plein d'aspects qui font qu'il faut que ce soit sur le terrain qui décide de quelle manière ils souhaitent le faire. Et du coup, quand on se trouve face à des équipes qui se mettent en route dans cette démarche parce qu'elles ont un état d'esprit naturel, le management a cet état d'esprit naturel, mais ils se disent comment je le mets en place, exactement comme vous posez la question, on travaille avec elles pour dire à ces équipes, mettez-vous d'accord sur votre petite charte de fonctionnement, c'est quoi votre état d'esprit d'apprenance, comment ça peut se manifester avec, comme le disait Karine, des pratiques très simples, des petits pas très simples déjà pour engager, transmettre, apprendre entre pairs. Déjà de commencer par ça, on y est. Et le manager et le middle management, il va très vite vers ça, il le fait assez naturellement. L'idée, c'est de vraiment organiser, structurer, conscientiser. Il y a d'autres questions. Vous parliez de reconnaissance tout à l'heure en disant qu'il était important que les managers puissent reconnaître ce qui étaient les efforts fournis par les équipes. Est-ce qu'à un moment, il y a un système de certificat ou de validation des acquis? Comment est-ce que ça se déroule très concrètement dans le parcours du salarié? Comment est-ce qu'il arrive à avoir un historique de tout ce qu'il a suivi, mis en place? Alors, nous, on a sur la partie plus formation, donc le fameux 10 là, on a notre système en interne, notre Learning Management System, dans lequel on a une traçabilité, etc. On est plutôt en train de regarder comment dans les processus RH, c'est-à-dire que le fameux frequent feedback, quelles sont un peu les questions autour du développement dans sa globalité, l'employé effectivement se développe. Est-ce qu'il est proactif? Après, ça c'est le manager qui fait ça avec l'employé. Ensuite, on a dans notre process aussi ce qu'ils appellent people review. Donc là, c'est une revue croisée de la personne avec qui il interagit. Donc c'est une revue croisée et en fait nous on essaie d'intégrer en fait dans ces processus-là justement cet questionnement autour du est-ce que la personne est dans son développement, est-ce qu'il a identifié sur quoi il peut se développer, est-ce qu'il est proactif. Après ça reste effectivement l'appréciation bien sûr du manager, mais c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui quantifié. Il y a des régions qui le font. Hein. Nous, on a une région qui dit, par exemple, il est allé à une conférence, je trace, donc je sais qu'il a fait 2 heures de conférence, je sais qu'il a fait ci, il a fait ça, etc. C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Après, la reconnaissance, c'est une question de manière générale, parce que, oui, lui, il est vachement bien, là, il est proactif, etc. Est-ce que réellement on souhaite le reconnaître ou est-ce qu'on dit finalement c'est ce qu'on souhaite que tout le monde fasse à terme? Donc aujourd'hui on est plutôt de dire on va d'abord sensibiliser l'organisation, les régions, de regarder déjà aussi où est-ce qu'on en est réellement, où est-ce qu'on peut encore progresser. On n'est pas vraiment convaincu qu'il vaut. La reconnaissance, c'est plutôt à travers justement les process RH et pas forcément par des choses monétaires ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, dès que vous enlevez ça, le mindset, il s'essouffle très vite. Et d'ailleurs, quand on va, nous, explorer une organisation apprenante, on est beaucoup sur la célébration. Parce que dans ce qu'on va explorer, bien sûr, on va voir tout ce qui fonctionne. On n'est pas là pour dire, vous devez changer ça, vous devez mettre en place ça. Bien sûr qu'il y a des actions à mener. Mais d'abord et avant tout, on va regarder ce qui fonctionne. Et c'est là où on rentre dans cette phase de valorisation des personnes, des actions, des pratiques. Et on est dans cette célébration-là, souvent à l'échelle d'équipe. Donc là, on est en train aussi d'expérimenter ça. Donc voilà, et Karine a vraiment raison de dire, on parle de valorisation plus que de reconnaissance, qu'elle soit financière ou autre. Et même pour donner un exemple, je pense, ça peut même aller dans les plans de succession, de dire, est-ce que finalement, cette personne-là est dans cet état d'esprit, parce qu'on a observé quand même un certain nombre de choses sur le terrain, la personne a quand même développé aussi avec ça un certain nombre de compétences, et du coup, oui, la personne va être éligible. Ou contrairement, parce que si vous avez un manager qui n'est pas exemplaire et vous lui donnez une promotion, quel est le message aussi qu'on envoie dans l'organisation? Donc c'est là où je dis il faut que l'écosystème, tout l'écosystème by design, montre en fait vers où on veut aller.
Et juste pour faire un lien entre vos deux questions, sur le terrain, j'ai pu observer, et vous avez dû tous en rencontrer, les managers non partageurs. C'est-à-dire celui qui tient à son statut, il est là, il est manager, il est un peu plus sachant que les autres, il n'a pas forcément envie de faire grandir tout le monde, et malheureusement, il y en a encore. Et ce manager non partageur, on essaye de lui faire comprendre qu'il a plutôt intérêt à ce que l'équipe tout entière soit avec lui et qu'il soit dans ce partage et cette transmission, parce qu'il va en bénéficier et il va être valorisé dans cette démarche et cet état d'esprit. Il y a d'autres questions. Oui. On peut se voir au déjeuner aussi. Oui, il y avait une question derrière aussi. Ah. Oui. Bon, alors, je Ouais. me dépêche. Vous disiez que le salarié doit aussi se responsabiliser et trouver les formations ou les situations dans lesquelles il va pouvoir apprendre. Comment est-ce qu'il sait quelles sont les compétences qui lui manquent? Comment est-ce qu'il arrive à identifier en fait les trous dans la raquette? Alors là, chez nous, la réponse est pas facile, mais non, on a un competency management system qui fait que aujourd'hui, dans la descriptive de mission de la personne, de son poste, bien sûr, c'est quoi sa mission, mais on définit aussi c'est quoi les compétences qu'il doit développer, avoir pour être à niveau du poste. Donc la personne sait et il définit justement avec son manager, ça serait bien que tu travailles sur telle compétence. Et c'est des compétences professionnelles et compétences comportementales. Donc ça peut être sur les deux, de dire, bah, tiens, ce serait bien que tu développes ton impact et influence. Et après, bah, à lui de dire, oula, comment je peux faire ça? Donc identifier un sujet, peut-être en discuter avec mon manager, tiens, j'avais pas vu ça, comment tu peux... Donc nous, on a un système avec des niveaux. Donc, du coup, là-dessus, je dirais, on a de la matière. Chez Act for Talents, quand on va explorer une organisation apprenante, on a un référentiel de capacités attendues par le monde du travail. Un outil qu'on va d'ailleurs présenter en table ronde cet après-midi à 13h30, qui a été le fruit d'un long travail de coopération, recherche, formateur, etc. Vraiment intéressant. Et du coup, c'est aussi un référentiel pour les collaborateurs, les managers, de voir un petit peu où ils en sont. Alors nous, on est très orienté pédagogie positive, on est vraiment sur les talents, les forces. Toutefois, ils vont voir là aussi où ils peuvent trouver des axes d'amélioration. Et donc, on se base sur ce référentiel-là. Une dernière question. De toute façon, vous êtes là toute là. Bon, bah, parfait. S'il y a d'autres questions. Eh bien, déjà, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais une question concernant des points de blocage que vous auriez pu rencontrer, et notamment les points de blocage qui pourraient ressortir le plus souvent, peu importe le pôle dans lequel vous êtes intervenu. Et notamment, est-ce que c'est des points de blocage en termes plus de temps, en termes de moyens, ou en termes peut-être même humains, si jamais c'est arrivé? Oui, j'allais deux, ou voilà, comme tu veux. Je vais faire rapide, puis comme ça, Oui, tu donnes un exemple. Effectivement, et ça avait été mentionné, on a cette notion de temporalité. Quand on parlait d'environnement pour apprendre, on ne parle pas que d'environnement physique. On parle aussi d'environnement temporel. À un moment, combien de temps on laisse de manière hebdomadaire ou mensuelle à un collaborateur pour qu'il explore, qu'il prenne du recul et qu'il soit participatif. Donc on a cet obstacle-là. Et puis bien sûr l'environnement physique, comment cet environnement capacitant dont parlait Karim tout à l'heure, il est aussi favorisant pour essayer d'être force de proposition. Et ça, quand tu commences à rentrer dans des mises en place, des changements, effectivement ça peut être un obstacle. Oui, comme ça, j'ai deux obstacles ou freins en tête. La première, effectivement, c'est la notion de on n'a pas le temps. Et c'est là avec, comme je disais tout à l'heure, les intentions, les intention to action. Qu'est-ce que concrètement je peux faire? Et en fait, pour montrer qu'au quotidien, on a plein d'opportunités où on peut l'inclure. En fait, ça ne nécessite pas forcément un investissement de temps, proprement dit. Mais ça reste un frein, surtout dans les usines, parce que nous, on a beaucoup d'usines. Après, on arrive à avoir, il y a des usines qui disent, c'est pas pour nous, comment vous voulez faire, production, et après, vous avez une usine en France qui dit, c'est le directeur d'usine, donc c'est là où je dis aussi, il faut que ça vienne d'un certain niveau. Tous les 15 jours, le vendredi après-midi, vous avez 1 heure en équipe pour, pas de production, vous faites votre développement. Vous choisissez la thématique, etc. Donc il y a des usines, même des usines qui sont capables de le faire. Donc je dis, c'est presque plus une question de volonté, mais le frein, il est bien là. Le deuxième obstacle, j'hésite entre frein et obstacle,
surtout chez Michelin, on a 130 000, hein, donc ça fait beaucoup de monde. Donc du coup, certains processus qui sont très structurés. Et après, quand vous avez des projets, des initiatives qui font évoluer les processus, ces process-là, et en fait qui n'intègrent pas de dire, mais est-ce que finalement c'est bien compatible avec notre lifelong learning mindset? Et donc du coup, qui vont proposer des nouveaux processus qui sont, par exemple, peut-être dans le système d'évaluation de la performance des personnes, hein, qui peuvent être très individuels, et qui ne tient pas compte de la question collective qui est super structurante dans notre lifelong learning mindset. Donc ça, c'est des points qui sont à coordonner et à synchroniser et qui ne sont pas faciles. Et merci d'être venu sur cette notion d'obstacle, parce que c'est vrai qu'on vous montre un portrait tout rose, mais il y en a. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces belles questions. Merci beaucoup.